Au menu aujourd'hui, on va découvrir les particularités de l'entreprise locale montréalaise Chaz Organic. On va s'entretenir avec Maryse Mick, qui est la cofondatrice, l'historique de l'entreprise, les différents produits qui vous sont offerts, plus particulièrement la gamme de riz ancestrale qui aurait été normalement présentée à l'Expo 2022 en présentiel. Mais voilà, on va en savoir un peu plus et une petite surprise à la fin qui n'existe pas encore sur le marché. Alors, sans plus tarder, on va accueillir Maryse. Bonjour Maryse! Bienvenue à bord! Excellent! Merci, heureuse d'être ici. Ben, super! Donc, Maryse, juste pour commencer un peu, là, parce que c'est une belle histoire, hein? L'entreprise Chaz, c'est une belle entreprise familiale. Alors ça, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus, là, un petit peu l'histoire. Comment ça a commencé, là, l'histoire de Chaz Organic? Oh, ben c'était un cheminement. Ça fait quand même depuis 2006 qu'on est en affaires d'une façon ou d'une autre. Et puis, c'était une évolution. On a démarré l'entreprise, moi et mon conjoint, Chanaka, dont le Cha de Chaz Organic, pour ceux qui ne le savent pas. Oh. On l'a démarré en 2006 avec l'idée de vraiment mettre de devant des produits ayurvédiques, dont notre nom corporatif, c'est les produits ayurvédiques Sahana Incorporés. Alors, vraiment basé sur une alimentation ayurvédique, surtout basé sur les tisanes, les épices, les fines herbes. Et puis, c'était une évolution pour nous parce qu'à fur et à mesure d'entrer un peu dans le domaine de la santé, l'alimentation, on a vraiment découvert aussi d'autres catégories qu'on souhaitait vraiment mettre de devant, offrir, dont, comme vous connaissez probablement, le lait de coco, qu'on retrouve dans plusieurs épiceries naturelles et conventionnelles. Et puis, par la suite, je pense à chaque année, on ajoute quelque chose de nouveau. Alors, on grandit un peu comme notre famille, tu sais, c'est notre équipe, notre gamme de produits. On est toujours en évolution, en expansion, en épanouissement. Mais on a vraiment commencé ça avec une idée de rendre le monde meilleur. Comme tu as mentionné, c'est acheter, c'est voter, mais on l'entend souvent, mais c'est vrai que on s'est dit, tant qu'à mettre nos forces envers quelque chose, de travailler au lieu de juste aller à un boulot puis de travailler pour faire l'argent, pourquoi pas, si on est pour faire quelque chose, pourquoi pas faire quelque chose qui rend le monde meilleur, qui améliore un peu la vie, non seulement des consommateurs ici, mais aussi des producteurs au Sri Lanka. Et pour nous, c'est vraiment comme des triples gains. Là, on veut que ce soit une relation pour nous qui est comme gagnante de tous les côtés. Donc, pour nous, pour les consommateurs, pour les agriculteurs, tous nos partenaires, dans le fond, les détaillants, on souhaite vraiment offrir quelque chose de mieux pour le monde, puis transformer un peu la manière dont le commerce est pratiqué dans le monde. OK, donc c'est tout un écosystème, là, finalement, là, quand Exactement, oui. On achète vos produits. Excellent. Donc, c'est ça. Donc, tu nous as présenté là, le lait de coco, qui est un de vos premiers produits, là, finalement. Oui, après les épices et les tisanes et les thés, c'était le lait de coco qui nous a vraiment donné une propulsion, je dirais, vers les épiceries et tout. OK, excellent. En tout cas, je peux te dire que, bon, c'est pas pour faire une petite plug que je pourrais dire, mais on est des très grands consommateurs de tes currys. C'est délicieux, là. C'est vraiment bon. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu fais. Bravo. Merci, merci. Donc, là, aujourd'hui, écoute, tantôt, on ira voir ton site là, pour voir un peu plus là, les différents produits que tu offres. Mais aujourd'hui, comme je disais en introduction, si on avait eu l'expo en présentiel, c'est vraiment le riz ancestral qui aurait été mis de l'avant. Oui, oui. Parce que c'est vraiment un coup de cœur pour nous en ce moment. En fait, moi, j'ai passé avec Chanaka et nos deux filles, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous aurez vu ça, on a passé presque 4 mois au Sri Lanka. En fait, ça fait un an, on est arrivé là le 25 avril, alors vraiment, il y a un an qu'on est allé au Sri Lanka. Et puis, on a passé longtemps et on a fait plusieurs démarches pour solidifier tisser les meilleurs liens avec les agriculteurs de riz spécifiquement, aller chercher plus de fermiers, de producteurs pour les regrouper, les amener vers une agriculture biologique et équitable, et puis travailler vraiment avec les leaders qu'on connaît déjà sur le terrain pour bâtir quelque chose de meilleur ensemble. Alors, cette année, en février, Chanaka est retourné pour démarrer une nouvelle entreprise qu'on fait en jointe, comme
joint venture, en français, je ne le connais pas, mais avec justement les agriculteurs là-bas. Alors, c'est un projet vraiment solidaire pour solidifier et élargir un peu les opérations pour permettre d'acheter, dans le fond, plus de riz biologique auprès des agriculteurs et aussi d'en offrir plus, non seulement au Canada, mais au Sri Lanka aussi et partout dans le monde. Alors, c'est un projet vraiment auquel on tient beaucoup, on a beaucoup d'amour envers ce projet parce que c'est vraiment comme notre bébé en ce moment. C'est ça, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec le riz ancestral du Sri Lanka. Et puis, la raison principale, mais le Sri Lanka, c'est un pays où on mange beaucoup de riz. Et le riz, c'est cultivé partout dans le pays. Mais il y a peut-être à peu près 500 années que avec la colonisation et tout, on a déplacé beaucoup la culture de riz pour remplacer par les plantations, par d'autres produits. Et pour le riz qui restait après, ce qui est arrivé, c'est que éventuellement, avec la révolution verte, là, comme on dit, toutes les variétés ancestrales ont été déplacées pour des variétés hybrides qui ont besoin et qui tolèrent mieux les produits chimiques. Et avec ça est venu tous les produits chimiques. Malheureusement, en ce moment, au Sri Lanka, il y a une épidémie de maladies de reins à cause de l'usage de glyphosate principalement. Et ça, on connaît ça comme le Roundup, fameux de Monsanto, qui est utilisé principalement dans les rizières, là où les producteurs cultivent du riz. Alors, c'est vraiment un problème en ce moment au Sri Lanka et tout le monde est au courant là-bas. Et ils ont la volonté de retourner vers une agriculture plus naturelle, vers les variétés ancestrales. Alors, c'est vraiment une belle occasion pour nous en ce moment de rentrer dans ça puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter un peu cette transition au Sri Lanka, tout en offrant ces variétés dans le monde. Donc, c'est comme quasiment du commerce équitable 2.0 parce que là, vous contribuez à faire rayonner une expertise là-bas puis d'aider les fermiers justement à retrouver ces pratiques-là finalement, comme on fait ici avec certains produits. Exactement. C'est pas nous, c'est comme, on a des partenaires déjà qui le font et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les appuie de façon financière, de façon administrative, de façon marketing, qualité, tout ça. Mais le projet existe déjà et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le renforce puis on l'élargit. Donc là, finalement, on survole une rizière là, présentement. C'est ça. Ça, c'est une rizière qu'on a visitée au mois de mai. Et puis, on voit que là, les plantes de riz sont jeunes. On les voit commencer à sortir un peu de l'eau. Puis, on remarque que c'est de l'agroforesterie. Ce n'est pas des gros champs énormes. Dans le fond, c'est le riz cultivé côte à côte avec les arbres. Dans la jungle, il y a aussi du jacquier, la noix de coco. C'est vraiment de l'agroforesterie traditionnelle qui est beaucoup meilleure pour l'environnement, pour le climat aussi. Mm-hmm. Donc, l'agroforesterie, donc tu parlais le jacquier, tout ça, d'autres produits que vous offrez là, finalement. Donc, est-ce que c'est cultivé aussi à côté, ben voilà, le jacquier? Le jeune et le doux. Donc, celui-là est sucré, il est mûr, puis lui, il n'est pas mûr. Donc, il est plus pour les végéviandes. D'accord. Et ça, ce jacquier-là, est-ce que ça pousse autour des rizières, là, comme tu nous as présenté? Oui, mais dans le fond, comme tous nos produits sont cultivés un peu dans la même façon, avec une base d'agroforesterie, qu'on les achète auprès des petits producteurs qui ont juste un acre ou peut-être les moyens qui ont 10 acres. Ces producteurs-là biologiques ont tendance à tous utiliser ces mêmes méthodes de cultiver les arbres avec peut-être les vignes de poivre autour et cocotiers, jacquier, tout est ensemble. Ce n'est pas vraiment un modèle de plantation, c'est plutôt intégré. Puis ça, ben, j'imagine que plus qu'on fait cette agriculture intégrée-là, plus la santé des sols s'améliore et éventuellement, ça va venir peut-être... Exactement. Et c'est mieux aussi pour le climat. J'ai passé du temps là-bas aussi avec un des plus grands scientifiques dans le domaine. Il s'appelle Dr. Ranil Senanayaka. Et puis, lui disait que selon leur modèle, que lui a déjà présenté au ONU et tout, et il dit qu'il crie à l'alarme un peu au monde et il y a très peu de gens, malheureusement, qui écoutent. Mais c'est pas juste la carbone qui est le problème, c'est le manque d'oxygène, vraiment, qui est le problème auquel on fait face en ce moment. Et puis, quand on a des champs très larges, sans arbres, ça crée des dômes de chaleur. Et puis, éventuellement, quand la chaleur, elle devient trop élevée, ça risque d'arrêter la photosynthèse.
Parce que la chlorophylle, c'est une enzyme, il m'expliquait. Et puis, avec la chaleur, à un moment donné, l'enzyme arrête de fonctionner. Alors, on est vraiment à risque en ce moment, si on ne plante pas plus d'arbres avec nos cultures de graines, etc., de créer ces dômes de chaleur qui, éventuellement, vont peut-être rendre les plantes, que les plantes pourront plus, dans le fond, pousser parce que la chlorophylle va arrêter de fonctionner à une certaine température. Ça, c'est pas quelque chose qu'on entend toujours parler, mais c'est super important. Et puis, surtout au Sri Lanka, là, il fait très, très chaud. C'est quand même plus chaud qu'ici, fait qu'ils sont plus à risque là, d'atteindre ces températures. C'est très, très important de garder toujours les arbres pour garder l'oxygène, l'humidité et tout, pour balancer un peu l'écosystème. Et puis surtout que les racines des arbres vont aller sous la terre, vont aller puiser les minéraux, l'eau, tout ça, puis ça crée tout un équilibre. Dans le fond, comme vous dites, c'est un écosystème. Et puis, super important de garder ces équilibres-là lorsqu'on pratique l'agriculture pour une agriculture plus régénératrice, durable et meilleure c'est pour la santé des sols, la planète et pour nous, finalement, avec la microbiote et tout. D'accord. Si tu es d'accord, peut-être qu'on va approfondir un petit peu plus le sujet du riz ancestral. Tu en parles quand même, mais on va accompagner ça de quelques images. Donc, Absolument. je vais. C'est notre riz. On voit qu'il y a un riz rouge et des riz blancs. Je vais juste lire ici. Je n'ai pas beaucoup de slides à lire, alors je vais me permettre de lire parce que j'aime bien faire valoir ces messages. C'est que les variétés ancestrales de riz du Sri Lanka sont riches en nutriments et très résilientes. Leurs hautes tiges bloquent la lumière du soleil, empêchant la croissance des mauvaises herbes. Et leur grande motte de racines assure une meilleure rétention d'eau et un microbiote du sol florissant. Puis en même temps, je vais juste aborder ça un peu plus, que Oui. quand ils ont colonisé, après, ils ont introduit les différentes variétés de riz plus hybrides, les plantes étaient plus petites. Donc, oui, plus de riz là, qui pousse, mais la plante elle-même est plus petite, ce qui permettait d'arroser de plus de produits chimiques plus facilement. Mais, tu sais, c'est comme un cycle vicieux parce que le plus que tu mets le produit chimique, tu épuises le sol et puis éventuellement, les sols deviennent infertiles. Tandis que le riz traditionnel avec les grandes tiges qui bloquent justement les lumière, qui évitent le besoin d'avoir la glyphosate, les herbicides, parce que les mauvaises herbes vont moins bien pousser, ont aussi des modes de racines qu'on dit qui sont très, très longues. Tu sais, c'est des boules comme ça de racines, puis ça descend beaucoup comparativement aux pas traditionnels, aux hybrides qui sont comme tout petites. Et puis ça permet une meilleure rétention d'eau, puis ça nourrit aussi le microbiote dans le sol pour que les bonnes bactéries puissent adhérer et former les relations symbiotiques avec les plantes. Ça alimente le sol, c'est bénéfice pour la plante et pour la terre. Et puis, ça aide à tenir, à éviter l'érosion aussi. Alors, ces variétés sont vraiment bien adaptées pour justement les changements climatiques et aident une régénération de la terre aussi en même temps. Puis, l'ancien peuple du Sri Lanka s'appuyait beaucoup sur la prière bouddhiste, l'astrologie et des cérémonies pour optimiser leur rendement et protéger leur culture des insectes et des maladies. Aujourd'hui, ces pratiques sont toujours en vie chez les agriculteurs de riz ancestral. Alors, c'est vraiment spécial parce que toutes les semences, quand on plante, quand on va semer, quand on fait les récoltes, tout est fait un peu selon les cycles de la lune, de l'astrologie. Et puis, on fait beaucoup les prières et tout pour mettre toute la bonne énergie envers les semences, les plantes et pour rendre les plantes plus résilientes. Et puis, ça paraît bizarre, je pense, pour les gens qui vivent ici dans l'Ouest. Là-bas, au Sri Lanka, c'est plus considéré comme normal, je dirais, ces pratiques-là. Mais même à ça, c'est pas tout le monde qui les ont continué 100%. Peut-être qu'ils font juste une prière une fois par année. Mais les vrais agriculteurs de riz biologique traditionnel, ils croient beaucoup, ils mettent beaucoup de ces petits extras d'énergie auspicieuse dans la culture du riz. Alors ça, c'est quelques photos de ma visite aux rizières au Sri Lanka. Les parents partout, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment magique. Ici, je me lavais les mains un peu dans le petit ruisseau, c'est là qu'on se lave les mains. Puis, comme on peut voir, c'est plein de biodiversité. Il y a différentes sortes de plantes qui poussent partout sur les rives. Et puis, l'eau, elle est vraiment pure, l'eau qui alimente les rizières. On voit des poissons qui sont une variété de poissons super importante pour l'écologie de l'eau, nager dans l'eau. Puis si on ne les voit pas, les poissons, on sait que l'eau est polluée. Alors, c'est un indice que l'eau, elle est très, très clean. Puis c'était très beau. J'aimerais vraiment vous amener tous là-bas, si possible, un jour.
Donc, quelques images de l'agriculture biologique régénératrice dont je parlais. Et puis ça, c'est un système qu'on voit de proche avec les plantes de riz qu'on voit, qui sont un peu séparées. C'est un système qui a été introduit par des spécialistes en venant de Cornell qui ont développé avec des agriculteurs en Asie un système qui s'appelle SRI. C'est comme le Sri Lanka, SRI, c'est System of Rice Intensification. Et qu'est-ce que ça donne? C'est un peu comme quand on plante, tu sais, on fait nos semences de basilic, admettons, puis là, on garde celui qui est le plus fort, puis on enlève les autres sur le côté pour permettre à la plante de prendre plus de place, d'être plus en santé. C'est un peu le même concept. Parce qu'avant, souvent, le monde, il faisait juste, tu sais, lançait les graines un peu comme on fait avec les semences de gazon. On les lançait puis on les laissait pousser, mais les récoltes étaient moins bonnes comme ça. Si on les part en semences et puis on prend juste les plus résilientes et on les met en rang un peu comme ça, on finit par avoir des plantes beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes et vraiment des meilleures récoltes. Alors, c'est une des façons pour améliorer la récolte de riz biologique sans aller vers les engrais chimiques et les pesticides. Et puis, ça permet, comme on voit à gauche, le fermier qui a le petit outil. Ça, c'est juste pour enlever les mauvaises herbes. C'est tout petit. Alors, c'est vraiment juste pour, comme ils disent, comme graffiner la surface un peu. C'est pas comme quand on passe avec le tracteur là, qui enlève toute la sol fertile, mais c'est juste un tout petit peu en haut. Ça tourne en rond, puis il passe entre les rangs comme ça pour enlever les mauvaises herbes au lieu d'arroser de glyphosate de Roundup, comme font les conventionnels. Ça m'amène à souligner un petit point, Maryse. Même l'agriculture biologique, on n'est pas rendu à une finalité, c'est que ça évolue toujours, puis on peut toujours améliorer les pratiques à ce niveau-là. Exactement. Aussi. Exactement. Puis ces jours-ci, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de sciences qui vont vers justement une amélioration de ces pratiques pour trouver des moyens de garder le sol plus intact pour éviter, comme j'ai dit, de passer avec le gros tracteur là, pour enlever toutes les mauvaises herbes parce que le monde, ils ne savent peut-être pas, mais quand on parle de no-till, on en parle beaucoup maintenant, zero-till, no-till en anglais, c'est justement pour ne pas déranger le sol. Si ce n'est pas biologique, ce que ça veut dire, ça, pratico-pratique, c'est qu'ils vont arroser de glyphosate. C'est ça la chose qu'on dit moins souvent. Fait qu'il faut faire super attention. Oui, c'est bien de ne pas déranger le sol, mais pas si ça veut dire qu'on va l'arroser de produits chimiques cancérigènes. Alors, c'est de trouver ces moyens d'éviter de déranger, d'éviter le plus que possible. Alors, d'y aller plus doucement, peut-être pas zéro, mais juste moins, conservation un peu du sol, sans utiliser les produits chimiques. Puis ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur en ce moment dans le biologique. Pour ceux qui veulent justement améliorer les pratiques. C'est pas tout le monde, mais c'est le consommateur finalement. C'est acheter, c'est voter. Alors, le plus qu'on en parle, le plus que les entreprises remarquent, vont vers ça. Alors, commerce équitable, je pense que ceux qui nous connaissent savent qu'on est une compagnie, une entreprise équitable. Je vais montrer sur la cannelle. Ça, c'est notre logo équitable ici. On est certifié par Fair for Life, qui appartient à EcoSerre, donc le bio et l'équitable ensemble. Et puis, c'est une certification qui garantit, comme on dit, prix juste et prime équitable, en plus de toutes les conditions de travail. Alors, Fair for Life, ce qui est différent, c'est que ça certifie toute la chaîne d'approvisionnement et notre entreprise aussi. Alors, toutes les bonnes pratiques de travail, etc., non seulement le produit est inclus dans cette certification et on reçoit une cote à chaque année. Alors, on peut aller sur le site Fair for Life pour voir c'est quoi notre pourcentage. Puis, le commerce équitable, pour nous, c'est super important parce que sans ces relations de confiance, sans ces relations de respect, premièrement, c'est pas correct. C'est juste pas correct d'abuser le monde puis d'extraire tout puis de laisser des communautés en ruine, comme le font plusieurs, je dirais, dans le commerce international. Mais en plus de ça, ça permet aussi une relation commerciale plus durable. Ça permet un commerce plus durable aussi, parce qu'on comme qu'on peut épuiser le sol, on peut épuiser les communautés aussi. On peut, dans le fond, tout extraire, tout épuiser dans ces modèles extractivistes là, qu'on avait dans le passé. Et puis, c'est pour nous très important, un peu plus comme dans le circulaire, de remettre, autant qu'on en prend, bien, on en remet, on enrichit le plus que possible la terre, les communautés. Alors, c'est juste pour nous un commerce plus logique, dans le fond. Et c'est pour ça qu'on choisit le commerce équitable. Donc, et si on retourne sur le slide, je vais montrer la photo. Tout à fait.
Donc, cette norme-là, Marie, c'est comme un peu le lead gold, le lead or du commerce équitable, cette Oui. certification-là. Là. Oui, le Fair for Life, on l'aime beaucoup. Tu sais, je pense que toutes les certifications équitables sont différentes. Il y en a qui ont plus d'avantages pour différents produits, différentes marques. Nous, on trouvait que lui nous avantageait le plus. C'est pour ça qu'on l'a pris. On l'aime bien et on aime travailler avec eux. Comme vous voyez, on a des images des fermiers ici. Celui qu'on voit avec le petit chapeau à gauche, puis il tient le riz dans l'image, c'est maintenant notre partenaire là-bas. C'est le leader qui a pris beaucoup le relève un peu en bâtissant ces communautés de fermiers biologiques pour le riz. Et puis, au milieu, c'est leur petit centre de formation. Ils accueillent beaucoup de fermiers, d'agriculteurs, même d'étudiants des universités pour les apprendre à faire leur propre engrais, compost biologique et tout, comment utiliser les systèmes SRI et tout. Alors, vous voyez, on ne voit pas, mais notre logo est sur leur bannière. C'est pour reconnaître un peu l'appui financier qu'on a donné pour leur projet. Mm-hmm. Et ça, c'est notre nouveau projet. Comme j'ai mentionné, on a un vrai partenariat en ce moment avec ce fermier et d'extension les fermiers qui représentent. Alors, on est venu donner un appui financier et administratif pour améliorer leurs pratiques et garantir un meilleur contrôle qualité, qualité export grade et aussi pouvoir produire plus de riz avec l'appui financier qu'on donne. Donc, ça, c'est l'équipe à droite qui travaille en ce moment dans le centre de Processing Center pour le riz. Mm-hmm. Et puis, le nom de l'usine, c'est Pearl Garden Mills, qu'on voit au milieu. Alors, c'est notre marque, un peu maison, au Sri Lanka en ce moment. Alors, c'est vraiment, ça fait maintenant partie de notre famille, le Pearl Garden Mills. Et on voit Chanaka à gauche qui fait les cérémonies d'ouverture pour l'usine quand il visitait en février. Mm-hmm. Et Marie, est-ce qu'on sent l'intérêt des étudiants, des jeunes agriculteurs qui sont à l'université là, pour se tourner vers ces pratiques-là plus écologiques? Bien, il y en a que oui, il y en a que non, et ça dépend. Il y en a qui adorent ça, qui catchent vite, et il y en a qui arrivent, qui ne sont pas du tout intéressés, puis qui ne croient pas. Puis il y a un certain nombre qui vont être convertis quand même à force d'être, mais ce n'est pas toutes les universités qui enseignent. Il y en a qui enseignent le biologique, mais il y en a souvent plusieurs qui enseignent plus le chimique, c'est ça qu'ils connaissent. Et il y a aussi des fonds investis par ces compagnies qui importent et distribuent les produits chimiques au Sri Lanka et comme partout, comme au Canada aussi, ils investissent l'argent dans les programmes d'agriculture justement pour enseigner plus comment utiliser leurs produits. Alors, il faut trouver certains élèves, certains professeurs qui vont vouloir faire quelque chose de différent. Et puis, c'est pas tout le monde, mais l'intérêt est vraiment là de plus en plus. On en parle de plus en plus, puis je pense que les jeunes, maintenant, sont conscients des dangers des produits chimiques et les enjeux environnementaux et tout. Alors oui, il y a un intérêt quand même qui élargit. Et ce qui est important, c'est justement de capter cet intérêt et encourager les jeunes à rester dans l'agriculture ou aller vers l'agriculture parce que sinon, s'ils retrouvent qu'ils n'ont pas d'argent, leurs parents sont pauvres, sont démunis, ils vont juste quitter les fermes et c'est ça qui arrive souvent, c'est que les plus jeunes générations vont juste lâcher. Ils ne vont pas vouloir rester dans quelque chose de si difficile où on travaille si fort pour si peu. Alors, c'est une autre raison pourquoi le commerce équitable est important, de réinvestir dans la vie de ces communautés pour les jeunes, pour garder cet intérêt et les rémunérer comme il faut pour tout le travail qu'ils font, parce que c'est du grand travail quand même. C'est pas facile. Et de là, notre responsabilité comme consommateur de justement contribuer à cette belle grande boucle. Parce que sinon, c'est Bill Gates et Monsanto qui vont acheter toutes les fermes, puis là, on ne sait plus qu'est-ce qui va arriver quand tout est OGM, mais ce ne sera pas drôle. C'est la même chose des étudiants, puis c'est la même chose des consommateurs. Quand on ne le sait pas, puis qu'on n'est pas au courant, c'est difficile de savoir est-ce qu'on va à gauche ou à droite. Là, c'est pour ça que c'est important que tu nous parles aujourd'hui. Puis... Et de là que les certifications ont quand même une valeur. Qu'on voit que c'est certifié biologique, c'est certifié fair trade, équitable. Déjà, on sait qu'on s'en va vers là. Maintenant, est-ce que la compagnie est fair trade 3.0? On ne sait pas, mais au moins, c'est une amélioration.
Mhm. On a parlé de l'art tantôt, puis une chose qu'elle a expliquée il y a longtemps quand j'étais à une conférence équitable, puis j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle dit, il y a du monde qui souvent qui pointe du doigt, ils disent, ah ben, j'ai trouvé un problème dans le système, la certification n'est pas parfaite, il y a du monde qui triche, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Oui, mais c'est comme un continuum. Si on ne va pas de noir à blanc, il y a tout le gris au milieu. Puis si on est comme là, puis on est au bout, puis on hésite entre ça puis ça, mais c'est quand même mieux que quand on était au départ, puis c'était comme horrible. Alors, c'est quand même, comment je veux dire, c'est pas noir et blanc. C'est quand même, il y a des différences qu'on peut apprécier dans tous les systèmes, puis même quand c'est pas parfait, je pense que d'aller vers les certifications bioéquitables, ça vaut la peine parce qu'on sait déjà que c'est beaucoup mieux ou au moins on s'enforce pour faire quelque chose de mieux que dans le conventionnel non certifié. Et de là, je devrais mentionner que notre riz n'est pas encore certifié. Mais c'est juste parce qu'on attend la certification. Les producteurs sont certifiés, mais pour l'usine, on attend la certification. Fait que pour le moment, il est certifié bio, mais je vous assure que tout est acheté selon les mêmes normes de certification équitable qu'on a pour les autres produits. Et dès qu'on reçoit la certification équitable, les primes équitables seront versées aussi envers les fermiers. Alors, on a des beaux commentaires à mesure que tu parles. Bravo pour ton implication pour un monde meilleur, parce que c'est vraiment super apprécié. Excellent. Alors là, on va passer dans les emballages. Vous connaissez Oui. peut-être les produits qu'on a déjà dans les emballages de papier. Je vais vous en montrer deux ici. Oh, il y a eu la cannelle, je l'aime. OK. Il y a la cannelle ici ou toutes les autres boîtes épices. Curcuma latte, le chai latte, tous ces produits-là qui sont dans les boîtes faites à la main. Et puis, on a aussi une gamme de caries. Ça, Alors, c'est le soupe tom yum, mais c'est les caries aussi vert rouge, carie-de-célan, carie-taille qui sont dans les sachets en papier. Donc, tous ces emballages-là sont fabriqués à la main. Et puis, quand on a lancé notre gamme de riz, c'était juste logique pour nous d'y inclure un emballage fait à la main. Alors, on a vraiment un petit sac à l'intérieur très simple, pas très compliqué. Et à l'extérieur, on enrobe avec notre joli sac. Ça, c'était notre version 1.0 en jute. Finalement, avec la COVID et tous les problèmes d'approvisionnement logistique, c'était trop compliqué de continuer avec le jute. Alors, on a décidé récemment d'aller vers le papier, qu'on adore aussi. Alors, ça, c'est la version la première, ça, c'est la deuxième. Mais ces emballages-là sont fabriqués à la main par un regroupement de femmes au Sri Lanka. C'est un projet très solidaire. J'ai visité au mois de mai. Et puis, c'est les images que j'ai montrées dans le slide. C'est les femmes qui fabriquent à la main toutes ces boîtes et ces sachets. Alors, bon. on voit que c'est vraiment très minutieux comme travail. Et puis, c'est vraiment des artisanes qui font aussi de la poterie, des souvenirs faits à la main, fabriqués à la main au Sri Lanka. Et avec la COVID, leurs revenus ont complètement disparu. Il n'y avait plus de tourisme. Et puis, notre projet, c'était leur seule source de revenus depuis que la COVID est arrivée, empêcher le tourisme au Sri Lanka. Donc, on permet à ces femmes, là, elles sont regroupées ensemble parce elles sont venues au centre de collection pour nous montrer un peu le travail, pour qu'on puisse les rencontrer, prendre des photos. Mais normalement, toutes ces femmes-là sont à la maison, travaillent à la maison, donc peuvent s'occuper de leur famille, de leurs enfants. Puis surtout avec la COVID, avec les écoles fermées, c'est super important de pouvoir avoir cette indépendance économique, surtout pour les femmes au Sri Lanka. Souvent, ça dépend où. C'est sûr qu'il y a un très haut taux de scolarité et de professionnalisme pour les femmes, mais quand même dans plusieurs endroits plus ruraux, moins dans les villes, ils ont moins d'opportunités pour gagner des sous. Alors, c'est super important de créer ces opportunités-là pour les femmes, justement pour les enfants, pour les familles, pour leur futur, leur communauté. Donc, c'est ça, les emballages pour le riz, aussi fabriqués à la main et réutilisables. Puis même, on peut les mettre comme petite boîte à lunch, on peut mettre les plantes à l'intérieur. Donc, il y a plein d'usages qu'on peut penser pour ces sacs. Okay. Excuse-moi, Marie, tu dis mettre les plantes, on mettrait de la terre dedans, puis juste J'ai comme deux idées pour ça. Un, ce serait un peu comme, regarde, j'ai mon basilic. Petit blog pour marcher tôt, ils vendent du basilic juste dans un sac, puis on arrose de l'eau, puis c'est la première fois qu'il ne meurt pas dans la cuisine. Mais ça, c'est un bol que mon grand-père avait fabriqué. Puis j'ai juste mis le petit sac à l'intérieur. Fait qu'un peu le même concept. Si on pourrait le prendre, puis juste le rouler, puis faire un beau petit pot comme pour mettre à l'extérieur de notre plante ou de nos fines herbes, ou celui en papier, un peu le même principe.
on pourrait l'utiliser comme juste pour faire une petite décoration, ou on pourrait carrément planter des plantes à l'intérieur, les mettre dans le sol, puis le papier se désintégrer éventuellement, puis les plantes pousseraient comme ça. Alors, deux façons d'aimer vos plantes avec nos emballages. Ça nous écarte du riz. Bien, il y a tellement eu d'amour dans l'emballage qu'il faut aussi penser à le faire perdurer aussi. Là, c'est un peu le même concept. On se dit toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme tant qu'à payer de l'argent pour un emballage, comment est-ce qu'on peut rendre ça plus utile, meilleur que juste... c'est pas toujours qu'on peut le faire. C'est sûr que... Mais ça, c'est la crème fouettée que j'adore. Mais c'est sûr que les cannes, ben, c'est des cannes, mais c'est quand même sans BPA. À ouverture facile, on fait de notre mieux avec les cannes qui sont recyclables et tout. C'est pas tous les produits qu'on peut faire à la main, mais quand on peut, on priorise tant qu'avoir un emballage, au lieu de payer pour un petit pot fabriqué en Chine, bien, on paye la femme au Sri Lanka pour le fabriquer à la main à partir de papier récupéré ou recyclé. Donc, la prochaine image, là, tu nous présentais les différents riz là, dans. Oui, ça a l'air bon. Oui, ça a l'air très bon. Donc ça, c'est des caris traditionnels. À gauche, on voit le cari de cajou qui est... Alors, on jasait l'autre jour, Jacques, puis tu me demandais, Simon, des voyages au Sri Lanka, est-ce qu'il y a beaucoup de mets végétariens? Oui, en masse. C'est incroyable pour un vegan ou végétarien ou juste quelqu'un qui veut manger plus de plantes. Voyager au Sri Lanka, c'est un rêve parce que tout ce qui est crémeux, c'est à base de lait de coco et on y retrouve beaucoup de protéines végétales. Des lentilles, des haricots, etc. Ça, c'est deux de mes recettes préférées. À gauche, le curry de cajou. Donc, la noix de cajou, elle est trempée pour la rendre vraiment molle et c'est délicieux. À droite, on voit le curry de jacquier. Puis, petite anecdote drôle, parce que le jacquier, c'est vraiment une plante, mais comme vous voyez, dans le curry, on dirait de la viande. Puis, au Sri Lanka, ils nomment ça polos. Puis, tu sais, c'était une colonie portugaise à un moment donné. Fait que pour moi, c'était juste, je pensais polos, ça sonnait comme poule, puis je pensais toujours que c'était du poulet. Puis, comme pour 2 fois que j'avais visité, puis je voyais le polos, je touchais pas parce que je pensais que c'était du poulet. Là, finalement, j'ai appris que c'était du jacquier. Mais non, c'est incroyable parce que la texture, c'est vraiment étonnant. Ça ressemble vraiment à une viande. OK. Donc là, mais on peut envoyer aussi le riz rouge. Dans la recette avec le cajou. Donc, ça, c'est le riz rouge quand on le voit cru comme ça. Et il y avait le riz blanc aussi. Oups, donc 2 variétés. Et on a 3 variétés, 2 blancs et 1 rouge. Je te fais dire, on a le perle, le parfumé et le rouge. D'accord. On avait une question ici, on demandait qu'en est-il de l'arsenic ou des produits chimiques qu'on retrouve dans le riz d'habitude? J'ai eu une longue conversation avec Rassika, notre partenaire là-bas. C'est super intéressant. Donc, ce que j'ai appris, parce qu'on les a fait tester pour tous les métaux lourds, le plomb aussi. C'était pas dans les questions, mais le plomb est un grand problème dans le riz aussi et même dans le bio. Alors, ce que j'ai appris, c'est super fascinant. C'est que les variétés de riz comme ça traditionnelles n'absorbent pas les métaux lourds. Alors, le sol est vierge, c'est pas contaminé parce que c'est l'engrais à base de pétrole souvent qui contamine le sol avec les métaux lourds. Et puis, en plus de ça, ces variétés-là ne vont pas les absorber, les métaux lourds. Ce qui est arrivé, il disait, c'est que dans l'historique au Sri Lanka, et surtout, ça doit être la même chose en Asie, là, on retrouve le problème d'arsenic, c'est que quand les variétés traditionnelles ont été remplacées par les variétés modernes, hybrides, ces variétés-là poussaient moins bien. Donc, ils ont mis plus d'engrais chimiques et tout, pollué le sol. Et toujours, ça poussait moins bien. Fait qu'ils ont trouvé les variétés avec les hybridisations qui absorbaient le plus, qui sont plus absorbants. Et puis, c'est ces variétés-là qui absorbent l'arsenic et le plomb du sol. Tandis que les variétés traditionnelles qui n'aiment pas, ils aiment juste pas, ils disent toujours, ils n'aiment pas les produits chimiques, ils n'aiment pas les métaux lourds, ils vont pas pousser là où est-ce qu'on en trouve. Et en même temps, ils les aiment pas, ils les absorbent pas. Alors, c'est pour ça que quand on fait les tests, c'est exemple, il n'y en a pas, il n'y a pas de traces. Même si des fois, dans les autres produits, on peut retrouver des traces, il n'y a pas de traces dans le riz. Et puis, c'est vraiment étonnant. Et c'est ça, c'est que la plante elle-même n'aime pas le métal lourd, elle ne va pas l'absorber. Et
comme le sol n'est pas contaminé, comme c'est du sol vierge qui a juste été utilisé pour, de génération en génération, l'agriculture de riz traditionnelle comme ça, ben il n'est pas pollué, donc on n'y retrouve pas ces métaux. Mm-hmm. On demande aussi, est-ce qu'il y a une date d'expiration sur le riz? Est-ce que ça se conserve? Tous les produits ont des dates d'expiration, mais c'est plutôt comme des meilleurs avant. Pour moi, je n'hésiterais pas à consommer un riz qui était passé la date parce que dès que c'est séché et on enlève l'humidité, il n'y a plus de risque, là, à moins qu'on l'ait gardé dans un endroit très, très humide, très chaud, contaminé avec plein d'autres aliments. Mais le riz tout seul, il devrait être correct quand même des mois au moins, passer la date avant. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque. On peut les garder au congélateur aussi si on veut, mais pour moi, ce n'est pas vraiment nécessaire. Je ne pense pas que c'est une étape nécessaire parce que c'est quand même séché. Honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais j'imagine que pour des années, à la limite, on pourrait manger le riz, même après les 2 ans que nous, on met sur l'étiquette meilleur avant. Pour nous, c'est des dates de fraîcheur, mais comme les épices, on consomme tout le temps après. On a deux questions qui sont rentrées presque en même temps, qui sont similaires. Où trouver vos produits? On a même quelqu'un qui nous écrit de la Floride. Où je peux trouver vos produits en Floride? Alors, je ne sais pas, on va en ligne, premièrement, donc chazorganics.com, et on livre partout dans le monde. C'est sûr que c'est un peu plus cher si on livre aux États-Unis, mais on a quand même beaucoup de clients qui achètent des États-Unis. Il y aurait aussi ici au Canada, à travers le pays, je dirais pas mal tous les magasins d'aliments naturels. Fait qu'ici, on pense à Marché Tôt, à Avril, La Moisson, pour ceux qui connaissent, toutes ces épiceries-là, Aliments Merci, etc. Rachel Berry, peut-être aussi. Voilà. Exactement. Mm-hmm. On est aussi dans les Sobeys, donc IGA ici, Métro. Fait que si on parle des riz, des épices, des caries, là, il faut vraiment aller chez les magasins comme Tôt, chez Avril, qui se spécialisent dans le biologique et les produits de santé. Et si on peut faire notre part comme consommateur, bien entendu, on peut le demander à notre commerçant de faire rentrer le produit. Ça, c'est le maître mot pour les détaillants, ça aussi. Toujours un plus quand le consommateur demande, ben c'est là qu'ils vont les rentrer de plus en plus. Puis on voit de plus en plus dans les épiceries, ils ont des sections biologiques quand même assez impressionnantes. Puis c'est la demande du consommateur. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Je me rappelle quand il n'y avait pas de produits bio du tout dans les épiceries. Puis là, on en retrouve quand même. Alors, c'est qu'ils savent que, s'il y a un intérêt, ils vont en rentrer plus. Il y a une demande, oui. Ouais. Alors, moi, ce que je me permettrais de faire, si tu le veux bien, vous avez, parce que, bon, il y a toutes sortes de beaux produits. On a parlé du riz, on a parlé du lait de coco, vous avez vos épices aussi, la cannelle. Il y a toute une panoplie là, d'ingrédients qui nous aident. On peut complet maintenant avec Chaz Organic. Même avec l'huile de coco. Je pourrais faire tout un autre épisode juste sur l'huile, fait qu'on n'en parlera pas trop, mais c'est tellement meilleur pour la santé que les autres huiles qu'on y retrouve. Mm-hmm. Donc là, on va juste faire un petit tour sur votre site parce que là, effectivement, comme tu disais, on peut les trouver en commerce ou on peut aller les acheter en ligne. Ouais. Il y a toute une gamme de produits là, pour les cuisines du monde qu'on veut faire. Et sont toutes, bon, la plupart équitables, biologiques. Ça, c'est votre fondation d'entreprise. 100% biologique, puis 100% commerce éthique. Certains non certifiés, mais on fait quand même notre façon de le faire en commerce direct. Ça dépend du producteur, si c'est certifié ou pas, mais oui, on a même les bols de noix de coco artisanales faites à la main. Pour dire qu'on récupère tout, finalement. Voilà. Et c'est sûr qu'on a présenté beaucoup de beaux produits aujourd'hui, là, mais le jacquier, entre autres, savoir comment l'apprêter, comment le cuisiner. Oui, il y a plusieurs recettes sur le site, justement. On a toutes sortes de recettes. Les caries, comme on voit ici, le porc effiloché végé qui est délicieux avec la sauce barbecue. On a des tacos, on a des chilis, plein de belles recettes. Puis bientôt, pour la fête des mères, on va sortir une petite salade, style salade de poulet au jacquier. Excellent. Ouais. Alors, allez sur le site chazorganics.com pour toutes nos recettes, les façons d'utiliser nos produits. On fait un petit mélange, de plus exotique, un peu plus comme à la sri-lankaise et des façons d'adapter pour des recettes traditionnelles d'ici. D'accord. Donc là, on a vu les plats principaux, mais on peut même boucler la boucle avec certains desserts aussi, vous avez. Oui. Hein? La crème fouettée. On n'a pas
Oui, on n'a pas j'ai pas avec moi les croustilles de melon d'eau, mais c'est délicieux. C'est comme un petit snack, vraiment clean snack, là, mais c'est melon d'eau séché, mais qui est comme croustillant un peu. C'est vraiment délicieux. Ça goûte un peu comme, tu sais, les bonbons melon d'eau. Le nom m'échappe, mais il y avait un bonbon que les gens mangeaient là, dans le temps, avant que je mangeais des bonbons quand j'étais jeune. Mon expérience Ouais. personnelle, je peux te dire que oui, c'est une gâterie, là, c'est un petit luxe qui est très apprécié. Ça fond dans la bouche, c'est délicieux comme Ouais. Puis produit. la crème à fouetter, ça, c'était une idée qu'on a eue parce qu'on se faisait souvent poser la question comme votre lait de coco, il n'est pas assez solide, il est trop solide, il est trop liquide, tu sais, parce qu'il y a du monde qui veulent que ça se sépare pour faire la crème fouettée, puis il y en a qui veulent que ça soit liquide pour tout le reste. Puis on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, parce que dépendant de la pression qu'on met dans le processus, on peut le faire plus liquide, plus solide. Puis un jour, j'ai dit, ben tiens, si c'est juste pour enlever la moitié et faire une crème à fouetter, pourquoi pas vendre juste la crème à fouetter tout seul? Tu sais, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Et je pense que c'est une super bonne idée parce que juste avec un petit peu de féculent de tapioca, on réussit à avoir une crème solide. Il n'y a pas de liquide du tout. C'est solide, solide. Puis on met au frigo quelques heures, puis c'est prêt à utiliser. Avec un petit fouet, un mixeur électrique, là, on peut le fouetter en 1 minute. C'est incroyable. Texture et tout, goût, c'est délicieux. On peut faire les glaçages et tout. Fait que ça, c'est vraiment coup de cœur pour nous. Puis, ouais, on a les lattés curcuma. Tu peux faire le matin pour la Oui, santé. Le chai, vraiment mon préféré ici. Au lieu du excellent. café, c'est super. En tout cas, je pourrais passer Oui. des heures. Puis là, on parlait de créativité, mais ça ne Ouais. s'arrête jamais, la créativité. Non, Il y ça a ne s'arrête aussi une jamais. autre surprise On en a le guise de dessert. dessert. En guise de dessert, on va en parler un petit peu. C'est un produit qui n'existe pas sur le marché encore, mais que vous êtes en train là, de finaliser. Oui, tu sais, pour nous, comme oui, tous nos produits, c'est des ingrédients, c'est santé, mais honnêtement, c'est comme mère, comme parent, je sais que pour les enfants et pour les parents aussi, des fois, tu sais, on veut juste se gâter, on veut une petite friandise, puis des fois, je vais dans les supermarchés, puis je suis comme, ben tiens, qu'est-ce que je peux acheter qui est comme vegan, sans gluten, biologique, puis finalement, c'est rien. Fait qu'on s'est dit, et qui goûte bon. Non, c'est pas vrai. Oui, il y a les trail mix et tout, nos amis chez Prana que j'adore. Mais ça, c'est différent. Fait que ça, c'est vraiment une gâterie. C'est un rouleau de noix de coco. C'est comme un petit dessert traditionnel thaïlandais, fabriqué à partir de le riz. Euh, Celui-là ici, le parfumé. Donc, farine de riz traditionnelle biologique, lait de coco, donc du vrai lait de coco frais, avec sucre de noix de coco et sucre de canne. Et il y a juste un petit peu de féculent de tapioca. C'est tout. Mais la texture, le goût, c'est comme ça fond dans la bouche, c'est délicieux, puis on adore. J'ai plus d'échantillons chez moi parce qu'on les a mangés, puis là, il fallait en garder pour le salon qu'on voulait le faire dans l'Ouest. Fait que j'ai été comme bannie de tenir les échantillons parce que je les avais trop finis. Donc ça, c'est juste les sacs qu'on a ici pour mettre en display. Puis on a 2 autres saveurs. Donc le gingembre et le chocolat. Alors ça, c'est vraiment nouveau. Ça va être disponible l'été. Puis comme j'ai dit, c'est sans œufs, sans lait, sans gluten, mais plus que tout, c'est comme délicieux, c'est biologique. Puis on sent, on est heureux de pouvoir offrir ça. C'est comme vraiment une prochaine étape pour nous parce qu'on s'est vraiment basé sur les ingrédients. Et puis on a comme un certain look et tout. Et là, on branche un peu, on grandit. C'est comme l'arbre qui commence à fleurir. Là. C'est notre année de floraison cette année. J'ai super hâte à vous offrir ça. Excellent. Ah ben, merci beaucoup, Marie. Ça fait vraiment le tour là, du déjeuner jusqu'au dessert pendant toute la journée. On peut être accompagné par vos produits, effectivement. Et la petite tisane au chai avant de se coucher. Voilà. Oh, oui, oui, j'adore le Excellent. chai. En tout cas, merci beaucoup, Maryse. Très intéressant, une belle entreprise locale. Et on n'a même pas parlé d'initiatives, le commerce équitable, protection des éléphants. Il y a une partie de vos revenus qui va à la protection des éléphants. Tu sais, Oui, je devrais mentionner vite les éléphants, peut-être. Mais je ne sais pas si on a le temps. prends quelques secondes parce qu'effectivement, Quelques secondes. Donc, parce que c'est ça, il y a beaucoup d'histoires derrière nos produits. Tu sais, on peut aller dans plusieurs directions. Le petit logo ici, je vais juste le montrer. 1% pour les éléphants, le petit éléphant qui est là. C'est parce que 1% des ventes est versé vers la protection des éléphants au Sri Lanka. Et puis, ça, c'est un projet qui nous tient aussi très à cœur. C'est une autre façon de redonner, de remettre, de protéger l'environnement, mais aussi les communautés. Parce qu'au Sri Lanka, c'est un pays où l'éléphant est vénéré, c'est sacré dans le bouddhisme. Mais en même temps, c'est aussi un très petit pays.
Alors, ce qui arrive, c'est que de plus en plus, avec surtout les pratiques agricoles où ils vont comme juste rendre les terres infertiles, puis là, juste couper une autre section de jungle et commencer à récolter plus, c'est que l'environnement devient un peu comme, pour les éléphants, devient de plus en plus petit leur habitat. Et puis aussi des corridors de migration qui sont maintenant comme coupés par des villages ou d'autres, des encroachments un peu là, des populations humaines. Donc, les éléphants se retrouvent de plus en plus comme squeeze dans leur petite section de jungle et souvent, ils vont sortir de la jungle puis aller justement vers les fermes, et même les maisons. Ils vont défoncer les murs, ils vont manger ce qu'il y a à l'intérieur, manger les récoltes. Puis pour le fermier qui est très pauvre, qui dépense sur sa récolte, c'est une dévastation. Il y a du monde qui meurt à chaque année à cause de ça, quand les éléphants brisent les murs. Des fois, pour les villages où les femmes doivent amener les enfants à l'école et marcher, traversent les corridors d'éléphants. Alors, il y a toutes sortes d'enjeux, et pour les éléphants et pour les humains. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aider en appuyant avec les sous qu'on peut ramasser avec les ventes de lait de coco. Et on a plusieurs types de projets. Il y en a où ils vont juste bâtir des clôtures électriques autour des villages pour les protéger. Il y a aussi un vrai autobus, comme un grand autobus dans un des corridors qui ont été vraiment touchés beaucoup, comme j'ai mentionné, les femmes qui devaient marcher avec les enfants. Donc, l'autobus sert de transit maintenant pour amener tous les enfants et tout le monde pour éviter le danger de traverser les corridors d'éléphants. Et dernièrement, on a aussi commencé à planter, c'est une clôture d'agrumes, donc des plantes, des arbres qui vont pousser des agrumes comme l'orange, la lime, que les éléphants n'aiment pas. Alors, ça va éviter, les éléphants vont comme pas venir là où il y a les arbres et en même temps, ça donne une rémunération pour le village. Ça, c'est un autre projet qu'on a fait. Toutes sortes de projets, de belles choses pour protéger les éléphants parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est que dans ces villages, quand les éléphants commencent à tuer le monde ou à prendre leur nourriture, ben, c'est que l'éléphant finit par se faire tuer. Puis c'est ça qu'on essaie d'éviter, c'est protéger les éléphants en protégeant les humains, dans le fond. Un autre élément qui conclut bien. C'est la mettre en comme 2 minutes. Mais... C'est excellent, Maryse, excellent. Bien, merci beaucoup, Maryse, et puis belle continuation. Ça fut fort instructif. On a bien adoré ta présentation. Acheter, c'est voter. Alors, on invite tout le monde à aller dans les épiceries se procurer. Oui, puis oui, acheter nos riz. Faible l'indice glycémique, j'en ai pas parlé, mais très faible. Et le riz blanc, c'est juste à 20% enlever les cales autour. Donc, lui, il est vierge, puis lui, il est comme juste 20%. Il est juste pour... Haut en fer, en zinc et à baisse, et bon pour les diabétiques aussi. Très bon, parce que faible indice glycémique. Donc, c'est ça. Achetez, c'est voter. Merci beaucoup. Bon appétit tout le monde. Alors, demandez à vos détaillants si vous ne le trouvez pas à votre épicerie près de chez vous. Et puis voilà, un geste à la fois. Acheter, c'est voter. Merci beaucoup, Maryse. Et puis, bel été à venir. Puis merci tout le monde. Merci beaucoup.